Donc, rebonjour. Donc, je suis ravie de pouvoir partager et dialoguer avec vous sur les orientations stratégiques de la commission normative. Mais avant, il est important d'aborder un peu le contexte. Je vais éteindre ma rosa. Voilà, merci. Nous vivons aujourd'hui une crise sans précédent avec le Covid-19 et nous pouvons constater aujourd'hui que les organisations ayant mis en place une démarche de responsabilité sociétale s'en sortent mieux que ceux qui n'en ont pas. Tout simplement parce qu'en ayant défini leurs enjeux, mais surtout leurs risques, elles sont mieux préparées quand le risque est avéré pour réduire leurs conséquences et leurs impacts. Le dialogue entretenu avec leurs parties prenantes, telles que les clients, les salariés, les fournisseurs, le territoire, avec lesquels l'organisation permet d'avoir une meilleure connaissance de leurs enjeux, leurs attentes respectives. Pendant la crise, forcément, cette connaissance facilite la compréhension et les contraintes et les attentes respectives et renforce cette relation. Le soutien de leurs parties prenantes a permis à ces organisations engagées de mieux résister aux conséquences économiques et sociales de cette crise sans précédent. On passe à la slide suivante. Merci. Donc, je laisse la parole à Corinne. Après ce rappel sur ce contexte, je vais maintenant faire un rappel sur les liens entre réglementation, normalisation et label. La réglementation est l'expression d'une loi, d'un règlement. Son application est imposée et nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on n'a pas le choix, on applique la réglementation. La normalisation est par nature d'application volontaire. Elle peut apporter des compléments à la réglementation, comme par exemple le document X30-024, le guide pour la conduite des missions de vérification tel que prévu à l'article 225.102.1 du Code de commerce, qui a été élaboré par la Commission de normalisation responsabilité sociétale. La norme, elle peut également venir en appui de la réglementation, comme dans le cas des mesures de la pollution de l'air, où la réglementation va définir des seuils et la norme va donner la méthode de mesure. Les normes volontaires sont fondées sur le retour d'expérience des organisations et sont élaborées de manière consensuelle. Elles sont la référence de qualité et de sécurité reconnue et approuvée. Elles sont un gage de confiance, que ce soit entre entreprises, entre organisations ou vis-à-vis des consommateurs. De par son rôle confié par le décret de l'État, AFNOR, Association de loi 1901, développe les normes volontaires françaises et représente la normalisation française à l'international. Au niveau européen et international, chaque pays nomme un organisme pour les représenter. La BSI représente le Royaume-Uni, le DIN représente l'Allemagne, pour la France, c'est AFNOR. Quant aux labels, les labels sur la responsabilité sociétale sont des signes de reconnaissance élaborés par des organisations privées pour des secteurs ou une activité spécifique. Les critères de ces référentiels peuvent être basés sur des normes ou des parties de normes ou sur des référentiels qui sont propres à ces organismes privés. Leur qualité va donc varier en fonction des critères choisis. Et c'est le marché qui décide de la création d'un label. Alors, pour revenir à la responsabilité sociétale. L'ISO 26000, c'est le référentiel grâce auquel la majorité des organisations identifient et construisent leur responsabilité sociétale. Elle n'est pas certifiable, mais elle est évaluable. Certains organismes privés font des évaluations. Elle a été publiée en 2010 avec un large consensus, non révisé depuis, mais elle reste le socle sur lequel la majorité des organisations déterminent leur responsabilité sociétale pour contribuer au développement durable de leur pays. Comme je disais, depuis 2010, elle a été utilisée par des labels pour répondre aux besoins de valorisation des entreprises. Une étude récente d'AFNOR auprès de plusieurs centaines d'organisations montre que 41%
41% rapportent que la démarche RSE est facile à mettre en œuvre, ce qui veut dire que 60% éprouvent encore des difficultés de mise en œuvre. 72% des professionnels interviewés déclarent que la RSE est un enjeu essentiel ou très important, que 90% des professionnels interviewés considèrent la valorisation de la démarche RSE importante. Les chiffres montrent l'importance du sujet et les enjeux auxquels la normalisation doit répondre. Je passe donc la parole à Nicole qui va vous présenter le plan stratégique de la Commission de normalisation, développement durable, responsabilité sociétale, qu'on appelle aussi de façon plus courte CNDDRS. Merci Corinne. En effet, en février 2019, j'ai souhaité, lorsque j'ai pris cette présidence, d'avoir une présence participative. Et ainsi, ce plan stratégique de notre CNDDRS a été co-construit avec ses membres de tout type d'organisation, de tout secteur, et est le fruit de l'écoute de nos parties prenantes. Il a été aussi validé, bien sûr, par ses propres membres, mais aussi par les membres du COS Environnement et Développement durable. Ce plan compte donc une vision, des axes stratégiques, un plan d'action sur 3 ans, qui donne une vision à ces enjeux, et ainsi ce plan nous permet d'être ajusté une fois par an pour répondre en termes d'agilité aux évolutions de contexte et des besoins des parties prenantes. Donc, notre vision est de renforcer le leadership normatif français à l'international sur la responsabilité sociétale. Nos enjeux sont de réconcilier la responsabilité sociétale avec l'économie pour une meilleure performance globale et puis accompagner bien sûr toutes les organisations de toute taille, de tout secteur et je dirais avec un focus particulier sur les PME et TPE. Être un acteur majeur de l'évolution de l'ISO 26000 auprès de l'ISO, contribuer à une meilleure crédibilité dans les labels. 3 axes déclinent ces enjeux avec leurs plans d'action respectifs pour répondre aux attentes et besoins de nos parties prenantes. Merci. Donc, voici les attentes majeures identifiées. Donc, réviser l'ISO 26000. C'est de construire pour notre commission, c'est construire une proposition française portée à l'ISO, car si l'ISO n'est pas révisée, elle va mourir et laissera un vide normatif de l'ARS, laissant ainsi la place aux organisations privées internationales et ainsi d'orienter en fonction de leurs intérêts la responsabilité sociétale dans le monde. C'est un risque que nous ne souhaitons pas prendre et il nous faut soutenir l'ISO 26000. La France doit la soutenir car elle est forte et précurseur dans ce domaine. Il nous faut aussi accompagner, comme je disais tout à l'heure, que ce soit des plus grands groupes au TPE. Il nous faut apporter de la cohérence entre les textes et parties de textes de RS dans les référentiels AFNOR ou ISO afin d'aider les organisations à optimiser leurs indicateurs clés, leurs ressources par exemple. Il nous faut aussi répondre à l'attente des signes de reconnaissance par les parties prenantes, prendre en compte aussi la multiplicité de ces labels et le manque de crédibilité parfois pour certains. Nous avons aussi besoin d'agilité dans la production de nos normes. Nous devons être agiles afin de fournir des normes dont les parties prenantes ont besoin au bon moment et qui soient faciles à lire et à mettre en œuvre. Et puis, bien évidemment, renforcer le dialogue avec nos parties prenantes. Et également, il nous faut rendre compte et communiquer sur nos travaux afin de les partager avec toutes les parties prenantes et ainsi communiquer plus fréquemment avec elles et faire connaître nos référentiels et afin de les aider à construire leur démarche et s'améliorer. Pour soutenir l'ISO et sa révision, l'ACN a proposé à l'AFNOR de créer un Technical Committee de la responsabilité sociétale pour accompagner une proposition française qui suggère des axes de révision qui vous seront présentés par Gérard Langlais tout à l'heure, la création d'un nouveau document de mise en œuvre présenté par Gérard Capelli. Et ces propositions faites à l'ISO aujourd'hui
ont été approuvés, mais je laisse Corinne vous donner plus de précisions sur l'état d'avancement de cette proposition faite à l'ISO qui est en cours de consultation auprès des organismes de normalisation internationale. Alors, la consultation au niveau international, elle court jusqu'au 16 juillet. Pour pouvoir répondre au niveau français sur cette consultation, nous faisons nous-mêmes au niveau national une consultation des parties prenantes françaises. Donc, cette consultation court jusqu'au 19 juin. Donc, vous pouvez répondre, tout le monde peut répondre d'ici là. Sur la diapositive, vous avez un lien pour répondre, mais il semble que ce lien pose des problèmes pour certains. Donc, à l'issue de la conférence, je vous enverrai le document d'instruction qui présente le projet, ainsi que le questionnaire de réponse que vous pourrez me renvoyer. Gérard Langlais, à toi. Merci Nicole. Pour évoquer donc cette révision potentielle de l'ISO 26000, on va commencer par le cadrage par le groupe de travail de l'AFNOR de ces travaux. C'est le slide suivant. Pour information, et même le suivant, à ce groupe de travail sur la révision de l'ISO 26000 participent des représentants d'entreprises, d'associations, des universitaires, des consultants des ODI, donc un panel assez large de participants. Notre premier objectif est de mettre à jour cette norme et d'en développer l'utilisation par tout type d'organisation. Et ce, non seulement en fonction des évolutions au cours de la dernière décennie, mais aussi en fonction des enjeux qui vont se développer au cours de la présente, en nous projetant sur les 10 années qui viennent. Avec cet objectif en tête, nous souhaitons intégrer les évolutions liées au contexte mondial. Donc, vous voyez, aux ODD 2030, aux attentes de la société, et en même temps, améliorer et simplifier le texte pour le rendre plus opérationnel pour toute organisation quelle qu'elle soit. À ce stade, je dois dire que nous en sommes à une réflexion préalable. Elle est néanmoins issue de 10 séances, 10 demi-journées du groupe de travail, mais c'est encore un groupe de travail franco-français. Or, l'objet, vous l'avez compris, ce n'est pas de réviser une norme AFNOR, mais de réviser la norme ISO, norme internationale. Ça veut donc dire, cela suppose qu'une majorité de pays d'abord souhaitent cette révision et ensuite se mettent d'accord sur le contenu de cette évolution. D'où l'idée à ce stade, dans nos travaux, de rester à une vision d'hélicoptère, même si nous avons creusé en fait, au cours de ces 10 séances plusieurs aspects pour nous assurer du bien fondé de nos propositions. Donc une vision d'hélicoptère que nous souhaitons partager avec d'autres acteurs français, d'où le webinaire aujourd'hui, et internationalement. Une vision d'hélicoptère que nous souhaitons faire évoluer dans une approche qui sera nécessairement consensuelle avant de descendre plus avant dans la modification des textes. Alors, quelle est cette vision d'hélicoptère? Je passe au slide suivant. Notre proposition s'articule à ce stade sur 2 grands axes que vous voyez à l'écran, en lien avec les attentes listées précédemment. D'abord, adapter l'ISO 26000 aux évolutions de la RSE, des enjeux, des modèles économiques, les attentes des parties prenantes, la déclinaison des ODD. Premier axe. Deuxième axe, rendre plus lisible et utilisable l'ISO 26000, notamment pour les ETI PME. Ce sont ces 2 grands axes qui structurent notre approche et qui vont structurer aussi cette courte présentation. Voyons donc dans les slides suivants quelles sont aujourd'hui nos propositions. Premier axe. Pour le premier axe d'adaptation aux évolutions et aux attentes, nous avons travaillé sur les 4 chapitres concernés dans l'ISO 26000. Sur le premier, le chapitre 3, appréhender la responsabilité sociétale, nous souhaiterions introduire dans ce chapitre des aspects, dans le cadre de ces évolutions, les aspects économiques, les notions de business model, de megatrends, de gestion des risques, et ça sur toute la chaîne de valeur, en tenant compte des contextes culturels et locaux. Tout ça en cohérence avec les évolutions du contexte de la responsabilité sociétale. Sur le chapitre 4, qui concerne les principes de l'ARS,
Notre souhait principal, là, serait de rajouter un principe du respect de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, ce respect de l'environnement ne figure pas de façon explicite dans ces principes. Alors, notre préférence irait pour un 8e principe, plutôt que de l'intégrer dans le respect des normes internationales de comportement ou l'accoler au respect des droits de l'homme. Mais bien sûr, un consensus sera nécessaire. Notre proposition à ce stade, c'est intégrer le respect de l'environnement. Pour le chapitre 5, qui concerne les 2 pratiques fondamentales, identifier sa responsabilité sociétale, ses propres domaines d'action dans sa sphère d'influence d'une part, et dialoguer avec les parties prenantes d'autre part, nous souhaiterions insister en amont de ces 2 pratiques fondamentales sur une 3e, qui pour nous est aussi fondamentale, l'importance du leadership et de l'engagement de la gouvernance de l'organisation. Ça serait donc une 3e pratique fondamentale à introduire en amont des deux pratiques fondamentales. Toujours, ce sont des propositions. Sur le chapitre 6, qui concerne les lignes directrices relatives aux questions centrales, 2 propositions principales. La première serait de développer la question centrale gouvernance. Une question centrale qui aujourd'hui dans l'ISO 26000 ne comprend pas de domaine d'action. Pour trouver les domaines d'action, il faut aller voir la norme française, AFNOR, la XP-X30 037, où on va retrouver 6 domaines d'action correspondant à la gouvernance. Mais je vais revenir sur ça après dans l'autre slide. Mais avant de passer à l'autre slide, la 2e grande proposition, ça serait de regrouper et restructurer les domaines d'action dans les 6 autres questions centrales, avec un objectif de rééquilibrage du nombre d'enjeux sans modifier le fond, en visant un maximum de 5 domaines d'action par question centrale, sauf la gouvernance 6. Consommateur, nous sommes restés à 6, mais globalement, pour les autres, nous avons pu, dans notre travail consensuel, regrouper des DA sans aucunement renoncer encore à leur contenu. On passerait donc d'aujourd'hui 42 domaines d'action, 36 dans l'ISO 26000 plus 6 dans la X30 031, à 32 domaines d'action, 26 plus 6 dans la gouvernance. Pour mémoire, la GRI retient 33 thèmes, une trentaine d'enjeux, une trentaine de domaines d'action, une trentaine de thèmes. C'est déjà beaucoup pour une organisation, une entreprise qui veut faire son analyse de matérialité. Revenons maintenant sur la gouvernance et passons au slide suivant. La question centrale gouvernance, là, 2 propositions principales. La première, c'est de développer un texte sur la contribution de la responsabilité sociétale aux ODD. On l'a dit tout à l'heure, pour nous, c'est un sujet majeur et un sujet pour la décennie qui vient. Et ces ODD sont des objectifs qui sont d'ailleurs cités dans une norme expérimentale française, encore une, la X30 037, qui s'appelle ODD, lien entre la responsabilité sociétale selon les ISO 26000 et le développement durable. 2e proposition, c'est l'introduction de ces domaines d'action que j'évoquais tout à l'heure, de 6 domaines d'action dans la gouvernance. 6 domaines d'action qui décriraient la gouvernance depuis les fondamentaux de la responsabilité sociétale, vous voyez, principe, vision, raison d'être, valeur, prenant en compte, par exemple, les 3 sujets que vous voyez là, qui sont passés sur le devant de la scène depuis 2010, mais pourraient anticiper d'autres sujets de la nouvelle décennie. Une question centrale qui décrirait la gouvernance jusqu'à son pilotage et le rendre compte, que vous voyez à la fin de cette liste, tel que développé d'ailleurs dans la FDX 30031, qui concerne gouvernance et responsabilité sociétale. Et puis, une question centrale, gouvernance, qui intégrerait explicitement des domaines d'action transverses à l'ensemble des questions centrales. Donc, vous voyez, par exemple, apparaître la responsabilité de l'entreprise dans la chaîne de valeur, qui ne concerne pas que les 2 questions centrales où elle est citée aujourd'hui, mais qui concerne toutes les questions centrales. Voilà donc les grandes propositions sur le premier axe d'adaptation aux évolutions, aux attentes. Passons maintenant au 2e axe dans le slide suivant. Alors, donc l'axe ISO, rendre l'ISO plus lisible, plus utilisable, l'ISO 26000. Au-delà d'une volonté d'être concis dans toute la norme, 3 propositions principales donc pour rendre cette norme plus lisible et utilisable.
Nous souhaiterions, par un executive summary, accrocher le dirigeant, le manager, qu'a de quoi être buté par la taille de la norme aujourd'hui. 127 pages, c'est quand même beaucoup. L'idée serait de présenter en quelques phrases, et puis des schémas explicites, les sujets les plus importants que l'on va voir décrits dans cette norme. La structure de la norme, bien sûr, le contenu des questions centrales, la prise en compte des parties prenantes, la prise en compte de l'environnement de la société, la contribution aux EDD, qu'on a déjà mentionné, la notion de risque, et puis faire référence, bien sûr, à la norme de mise en œuvre et crédibilité qui sera présentée un peu plus tard par Gérard Capelli. La proposition de regroupement en restructuration de certains domaines d'action, je ne reviens pas, on l'a vu précédemment. Et puis, troisième proposition, pour le chapitre 7 qui traite les lignes directrices pour l'intégration de l'ARS dans l'organisation, nous proposons de réduire ce chapitre simultanément à la création de la norme de mise en œuvre de l'ISO 26000 qui sera évoquée ensuite. Pour terminer cette présentation, je vais évoquer brièvement le chapitre 7 avant de conclure. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, pour ce chapitre 7, il resterait centré dans l'ISO 26000, dans le corps de l'ISO 26000, que nous proposons de réviser, il resterait centré sur les généralités et un survol du contenu de la norme sur la mise en œuvre et l'évaluation d'une démarche RS crédible selon la norme ISO 26000, qui serait créée simultanément à la révision de l'ISO 26000. Les deux vont de pair, révision de l'ISO 26000 et création de cette nouvelle norme. Avant de passer le flambeau à 2P, 2L, en conclusion, comment résumer à ce stade l'avancement de nos travaux, la proposition de ce groupe de travail? Une révision selon deux axes. C'est pour nous un élément clé. Adapter l'ISO 26000, l'évolution de l'ISO 26000, c'est l'adapter à l'évolution de l'ensemble du contexte que nous avons décrit et des attentes des parties prenantes. Premier axe. Deuxième axe, c'est le rendre plus lisible et plus utilisable de telle façon qu'il soit utilisé par le maximum d'organisations et d'entreprises, y compris celles de taille moyenne. Bien sûr, tout cela suppose une contribution de multiples parties et nous espérons que vous souhaiterez rejoindre cette commission AFNOR, ces groupes de travail, et j'espère un futur groupe miroir, qui voudrait dire que cette révision de l'ISO 26000 est décidée. Et tout cela sera soutenu par de multiples propositions issues des disséances du groupe de travail, qu'on ne va pas détailler dans un premier temps dans nos contacts avec les autres pays, les autres organismes normatifs internationaux, parce qu'il n'est pas question d'imposer, mais de construire à ce stade. Voilà donc comment je conclurai sur cette révision de l'ISO 26000, et je passe la parole à Gérard Capelli de P2L. Merci Gérard L. Effectivement de P2L, mais je vais également présenter le co-animateur de ce groupe de travail. C'est Pascal Baranger. Il n'était pas disponible aujourd'hui pour des raisons on va dire, de planning Covid chez PwC. Il est directeur développement durable chez PwC et nous sommes tous les deux dans la commission normative des DRS depuis plus de 10 ans. Et nos expériences sont complémentaires, ce qui était intéressant pour le sujet. Lui est plutôt expert des démarches RSE de grandes entreprises et de TI, entreprises de taille intermédiaire, et moi, consultant formateur donc en stratégie, en QSE, qualité, sécurité, environnement, et RSE, mais essentiellement pour les PME, TPE. Notre objectif commun avec un groupe de travail qui représente aujourd'hui une petite quinzaine de participants, de profils différents, et c'est riche, c'est de proposer un cadre, comme ça a déjà été dit et répété sur cette diapo, pour la mise en œuvre de la responsabilité sociétale selon la norme ISO 26000. Et pour répondre, merci Rosa, et pour répondre à certains besoins et attentes qui sont résumés dans cette diapositive, et pour les
Pour les résumer encore un peu plus, s'il y a un mot-clé à retenir, c'est méthode. Proposer une méthode à toutes les organisations, que cette méthode puisse convenir aussi bien aux grandes entreprises et aux ETI qui sont soumises au reporting réglementaire en RSE, qu'aux PME-TPE entreprises ou PMO-TPO, si on parle d'organisations, qui sont, elles, dans des démarches de RS volontaires. Et que ces PMO-TPO soient de plus en plus nombreuses à mettre en place ce genre de démarche. Alors oui, soyons clairs, un standard en tronc commun est possible et il peut contribuer à accroître la crédibilité des démarches. Il peut aussi en faciliter l'évaluation et donc être un standard de référence pour les labels de RS. Dans la diapo suivante, notre programme de travail est simple. Sur le fond, nous allons nous appuyer sur le chapitre 7 de la norme qui propose des recommandations pour intégrer la RS dans l'organisation. Il est simplement à clarifier, à restructurer parfois. Et d'autres chapitres dans la norme contiennent des éléments importants pour la mise en œuvre de l'ARS, notamment le chapitre 5. Et nous allons utiliser le corpus documentaire existant à la CN, à FNOR, mais également tout document ou retour d'expérience des participants. Et partant du principe qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, nous allons en proposer un. N'oublions pas, comme l'a dit un certain Victor, que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Alors, sur la forme, justement, le but étant d'échanger avec les autres pays membres de l'ISO, notre livrable va être un plan sommaire qui va être en fait une table des matières, mais pas un texte finalisé. Et nous rédigerons uniquement des éléments de guide, par exemple préciser la sémantique grâce à des définitions ou préparer des modules d'argumentaire pour nos futurs débats internationaux. Sur la diapo suivante, vous avez un aperçu de ce schéma, de l'amont vers l'aval, en rappelant que dans les textes normatifs, les chapitres 1, 2, 3 sont des chapitres d'introduction. Le chapitre 4 va rappeler les principes d'une démarche de RS et aussi les principes de crédibilité. Puis apparaissent en chapitre 5 ce que ISO 26000 nomme les deux pratiques fondamentales, en l'occurrence identifier et prioriser les parties prenantes de l'organisation et leurs principaux besoins et attentes, et faire de même pour les principaux enjeux, et puis ensuite, bien sûr, veiller à la cohérence entre ces deux étapes, 5.2 et 5.3. Ensuite, élaborer un plan d'action en chapitre 6 et expliquer comment le réaliser en chapitre 7. Et le petit dessin de poster déroulé que vous voyez sur la droite rappelle simplement quelques points importants qui seront à prendre en compte, par exemple les éléments de contexte de l'organisation, le devoir de vigilance, la sphère d'influence, etc. Et comme dans toute démarche de progrès, l'évaluation des performances est fondamentale, chapitre 8, et la communication sera abordée dans le chapitre 9, adapté aux parties prenantes concernées. Voilà le déroulé, somme toute assez classique, vous le voyez, d'une démarche de RS. Et pour la plupart d'entre vous qui êtes experts en la matière, il n'y a pas de scoop en fait dans ce qui est présenté là. Tout cela est pratiqué déjà dans les démarches sérieuses et les référentiels existants, et il y en a de très bons. Et le propos pour nous est bien de co-construire sur le plan international un standard de base qui sert de référence à toutes les organisations dans le monde entier. Sur la diapo suivante, on voit apparaître à nouveau les titres des chapitres avec un petit clin d'œil multicolore sur la droite de l'image, vous le voyez. Les étapes d'une démarche de RS s'enchaînent selon le fameux cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act. En clair, analyse stratégique et éléments de contexte politique P, déploiement des actions D, contrôle C au sens de l'évaluation et A comme amélioration. Un petit arrêt sur cette image colorée du PDCA, qui est finalement une logique de bon sens. Le PDCA, vous savez, c'est le moteur des systèmes de management. Nous n'avons pas choisi pourtant de suivre scrupuleusement la structure HLS, qui est la structure commune au système de management,
mais nous en sommes assez proches. Et nous pensons que les spécificités d'une démarche de RS nécessitent certains chapitres adaptés, par exemple sur la crédibilité au chapitre 4. Ensuite, deux exemples de contenu sur la diapo suivante. Un premier exemple. Merci Rosa. Donc, un premier exemple avec le chapitre 4 qui, vous le voyez, est scindé en deux sections. En 4.1, les principes de RS. Nous envisageons de reprendre ceux de la norme ISO 26000 en y commentant, comme l'a dit déjà Gérard Langlais, le devoir de vigilance, le respect de l'environnement, par exemple. Et ces principes évidemment sont à appliquer pour toute forme et toute taille d'organisation. En 4.2, les principes de crédibilité, j'insiste sur ce mot-là, crédibilité, qui contribue au succès de la démarche. Vous voyez, comme le montre la photo, la crédibilité impacte toute la démarche et la fait aboutir au succès. Et ces éléments de crédibilité, ainsi que les principes et d'autres rappels, figurent dans la norme, désolé pour la référence un peu ésotérique, hein, XPX30-027, pardon. C'est une norme expérimentale dont nous allons nous inspirer puisque nous avons pas mal travaillé déjà sur ces sujets. Et sur le second exemple, j'ai presque terminé, second exemple, la diapo suivante, au chapitre 5, les deux pratiques fondamentales de RS déjà évoquées se retrouvent en 5.2, 5.3. La section 5.1 va permettre de dresser le panorama du contexte de l'organisation, son cadre politique avec ses valeurs, la vision, la mission de l'organisation, et puis les aspects concrets du modèle d'affaires, du périmètre qui est concerné et de la chaîne de valeur amont et aval. Et en 5.4, nous détaillerons les engagements que se fixe l'organisation, très important, et les éléments de son plan stratégique. Et puis, après ces exemples de contenu, il est intéressant de vous rappeler finalement où nous en sommes, où nous voulons aller avec ces travaux sur la diapo suivante. C'est simple. D'abord, finaliser, bien sûr, cette table des matières en y notant, par exemple, les bonnes pratiques connues, en rendant cette table des matières la plus concrète possible. Nous allons la compléter par des éléments rédactionnels, comme ça a déjà été dit, mais sans aller jusqu'à une norme. Vous voyez, une norme, ça ressemble à ce qu'on voit pardon, à droite de l'image. Eh bien, cette norme, nous n'allons pas la réaliser, nous, dans notre équipe franco-française. Cette norme, avant d'y arriver, il faudra, avec les autres pays, amender le sommaire, peut-être le modifier, revoir la table des matières en partie, et puis rédiger, oui, mais ensemble. Rédiger ensemble. Les deux documents, celui qu'a évoqué Gérard Langlais, donc évolution d'ISO 26000, et celui-ci, mise en œuvre, seront présentés aux pays en parallèle. Il semble que certains pays soient déjà partants pour ce double objectif, et c'est de bon augure. Merci pour votre attention et à votre disposition pour toute question à la fin du webinaire. Merci. Alors, participer à nos travaux. Eh bien, nous allons vous montrer la production et en même temps les futurs groupes de réflexion et de travail. Donc, déjà, depuis le début de l'année, les groupes de travail se sont rythmés à 2 réunions par mois. Donc, ça a avancé très, très vite. En plus, nous avons profité des réunions en webconférence. Donc, c'était très productif. Et donc, les réunions sur les propositions révision ISO 26000, la mise en œuvre, mais également une thématique qui, à l'écoute et attente de nos parties prenantes, c'est répondre aussi aux besoins de savoir comment mettre en œuvre ou en tout cas accompagner son organisation vers une société à mission. Également, nous avons un groupe de travail sur la finance responsable qui est partagé aussi avec la commission environnement. Et nous avions aussi en place une task force qui est une structure pérenne qui a pour objectif de réfléchir à des sujets à venir, donc faire aussi de la veille, mais surtout structurer
et identifier nos parties prenantes, renouer et renforcer le dialogue et en même temps s'occuper aussi, prendre en charge de la communication de nos travaux et de nos enjeux. Pour ce deuxième semestre, nous allons lancer un groupe de réflexion sur les labels, c'est-à-dire que ce groupe de réflexion, ce n'est pas un groupe de travail, c'est un groupe de réflexion, et on va récupérer l'ensemble des outils de veille, enfin des informations, des études, par exemple la plateforme RSE, le rapport le rapport du BOSC sur les labels et bien d'autres, pour réfléchir sur les orientations du groupe de travail. Puis, si en effet cela s'avère, eh bien, on créera ce groupe de travail et les membres pourront contribuer, comme ils peuvent déjà contribuer à ce groupe de réflexion, à l'élaboration donc d'un document futur. Prévu également la performance RS d'un produit et service. Et là, c'est beaucoup plus dédié et orienté vers les consommateurs afin de leur donner une vision, certes, d'une entreprise qui est responsable, mais encore faut-il aussi que leur produit le soit ou leur service. Et là, nous souhaitons aussi contribuer à apporter un éclaircissement auprès des consommateurs. Et également permettre aux organisations de valoriser leurs produits et services. Et puis, donner aussi une cohérence dans la mesure de l'ARS, fournir un socle de base sur lesquels les organisations pourront s'appuyer pour identifier leurs chiffres clés qui pourront ensuite être développés au sein de fédérations en apportant leurs particularités métiers. Si bien sûr en juillet, le résultat du vote est favorable et nous allons travailler sur la structuration et l'organisation de ce TC Social Responsibility et préparer le lancement de ces groupes de travail à la fois au niveau du TC mais au niveau aussi des groupes miroirs en France. Voilà pour cette overview. Rosa Garcia, qui est notre chef de projet, est à votre disposition, bien évidemment, pour répondre à vos attentes. Mais sachez que rejoindre la commission, c'est contribuer, bien sûr, au projet d'avenir. C'est animer des groupes de travail, puisque nos groupes de travail sont co-animés. C'est-à-dire que nous avons, comme vous avez pu le voir, par exemple, avec Gérard et Pascal, avec des expertises qui sont complémentaires ou parfois des animateurs qui sont experts dans l'animation et d'autres qui rentrent dans la communication, dans la commission et qui ensuite peuvent aussi renforcer leur animation et prendre ensuite plus tard l'animation d'un autre groupe de travail. Il y a aussi le moyen de représenter son organisation et partager votre retour d'expérience. Si vous venez parmi nous, vous partagerez votre retour d'expérience sur la démarche que vous avez mise en œuvre et puis vous pourrez aussi la valoriser. Vous pourrez également, et ça c'est très riche, rencontrer, échanger avec d'autres experts et renforcer donc vos connaissances. Pour ma part, arrivée en 2011, je ne connaissais pas très bien l'ARS, je me suis formée grâce à l'ISO 26000, mais surtout, je me suis enrichie par les échanges avec les experts de l'ARS qui font partie de la commission. Et vraiment, je suis très heureuse de partager ça avec eux aujourd'hui en ma qualité de présidente. Et c'est un juste retour des choses pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait. Vous allez aussi pouvoir rencontrer les parties prenantes, étendre votre réseau et puis vous serez aussi informés de la veille, qu'elle soit nationale ou internationale, et représenter les travaux de normalisation français, puisque le groupe Miroir devra choisir aussi 2 représentants dans le groupe de travail au niveau ISO. Donc, des belles perspectives et nous vous encourageons à cliquer en bas pour en savoir plus sur la commission. Si vous souhaitez savoir quelles sont les normes qui sont publiées, quels sont déjà les participants, eh bien vous n'avez qu'à cliquer sur le bas à droite de cette slide quand vous allez la recevoir. Voilà, je laisse la parole à Corinne pour vous en dire plus sur comment participer. Merci Nicole.
AFNOR est une association de loi 1901, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc elle doit équilibrer ses comptes. Donc, il y a une contribution financière qui est demandée aux organisations souhaitant rejoindre une commission de normalisation. La grille tarifaire que vous voyez à l'écran est identique pour toutes les commissions de normalisation. Et elle tient compte en fait de la taille de l'organisation, selon que vous êtes une entreprise, un syndicat, un consultant, un évaluateur, et donc voilà, de la taille et de votre statut d'organisation. Le tarif affiché est celui des non-adhérents, puisque en tant qu'association, on a des adhérents. Donc, 10% de réduction est faite pour les adhérents, en plus de tous les bénéfices que procure cette adhésion. Donc, vous avez le lien pour aller voir le site des adhésions. Il y a également un crédit impôt recherche qui est assez peu connu. Nicole, tu peux peut-être nous en dire 2 mots rapidement? Oui, en effet. Pour ma part, dans mon organisation, eh bien, on déclare la participation à l'ACN en qualité de crédit impôt recherche, à savoir les temps de transport pour aller de votre lieu de travail vers la réunion, les heures de réunion et votre retour à votre domicile. Et ce valable pour les groupes de travail et pour les réunions de la commission. Et cela réduit énormément et amortit énormément, je dirais, les montants des modalités de participation. Donc ça, il faut le savoir. Votre participation est considérée comme de la recherche et de l'innovation, et donc vous pouvez le faire valoir. Et vous pouvez aussi le faire valoir auprès de vos clients, en disant que vous contribuez à la recherche de la responsabilité sociétale. Donc voici ci-après. Pour votre information, on ne va pas les lister bien évidemment, mais pour que vous puissiez les avoir à disposition, les différents référentiels qui ont été développés au sein de la CNDDRS depuis, vous voyez, depuis 2010, depuis la création d'ISO 26000. Donc, elle a œuvré pour apporter, que ce soit des normes ou des guides, du matériel, du document pour aider les organisations à leur mise en œuvre. Les 2 dernières en date sont le lien de la responsabilité sociétale sur l'ISO 26000 avec les objectifs de développement durable et également les risques RSE et autres risques de l'entreprise, dont ces deux documents ont été développés en l'espace de 4 mois du fait justement d'une nouvelle réorganisation de notre manière de travailler en groupe, avec les réunions à 2 réunions par mois, un planning identifié pour l'année qui permet de fixer les dates de rendez-vous dans vos agendas bien à l'avance et ainsi vous permettre d'y assister et de préserver ce créneau pour votre participation. Voilà, je crois que cette présentation arrive à son terme et par contre, nous laissons place aux questions. Rosa, je te laisse la parole. Alors oui, on peut prendre quelques minutes pour des questions. Une première question, quid des déclinaisons sectorielles comme l'ISO 26030, responsabilité sociétale appliquée à la chaîne agroalimentaire, publiée fin 2019 et sur laquelle nous nous sommes référés aux EDD. Donc, je suppose que la question, c'est le lien entre l'ISO 26000 et la 26030. Est-ce que l'un de vous veut répondre? Je peux répondre également. En fait, il y a des liens très forts entre les commissions de normalisation. Donc, il y a eu un lien très fort entre la commission de normalisation qui a œuvré sur l'élaboration de la 26030 et puis la CN 26000. Régulièrement, le chef de projet en charge du sujet venait présenter l'avancement du projet 26030 aux experts. Donc, en fait, la norme a été faite en parfaite connaissance et donc les évolutions qui ont pu être mises dans l'ISO 26030, notamment le lien avec les ODD, pourront se retrouver dans la 26000, dans la révision de la 26000. Et en complément, Corinne,
il faut rappeler historiquement que dès les dernières années de rédaction d'ISO 26000, donc en 2008-2009, avaient démarré des groupes de travail sectoriels. Il y a eu par exemple un document sur ISO 26000 appliqué au monde de la communication, aux agences de communication. De mémoire, c'était le X30028. Il y a eu assez vite des documents sur le secteur alimentaire. Il y a eu quelques années après un document appliqué aux PME du secteur mécanique, FD quelque chose, et ça se termine par 01. Excusez-moi, je ne connais pas toutes les références par cœur. Donc, il est vrai que, et ISO 26000 le confirme, il est très intéressant de décliner une démarche sur un secteur ou sur une filière. Et la plupart, sinon quasiment tous, les labels qui sont préparés, qui ont fait l'objet des travaux dans le cadre de la plateforme RSE, ces référentiels sectoriels, les 12 premiers et les suivants s'appuient aussi sur l'ISO 26000. Et on peut citer par exemple des documents qui sont connus, qui ont d'ailleurs été depuis révisés, dans le monde de la chimie. J'ai cité le monde de la mécanique, le monde de la propreté, le monde de l'événementiel avec ISO 20121 de mémoire, etc. Donc c'est une pratique, c'est une bonne pratique que de resserrer en fait le cadre et la matérialité des domaines d'action en étant précis sur. Alors, une deuxième question. Définir une stratégie revient à travailler un triptyque mission, vision, valeur. Pour mission, nous sommes sur la notion de raison d'être. Pourquoi ne pas l'intégrer dans ce chapitre de la gouvernance? Merci Alain pour cette remarque. Je pensais, mais je ne l'ai peut-être pas dit lorsque tout à l'heure j'ai parlé de la gouvernance et évoqué que ça démarrait par les fondamentaux de l'ARS. Je pensais avoir parlé de principe, vision, raison d'être, valeur. Il est vrai que dans le texte, on a maintenu pour l'instant principe de l'ARS, vision et valeur tel que ça figure aujourd'hui, parce que sur le plan international, la notion de raison d'être ou de purpose n'est pas encore largement développée, mais c'est tout à fait un sujet que l'on intègre, cette notion de raison d'être. Je vois qu'Alain disait pour la mission, c'est sur la raison d'être. Et effectivement, la communication que vient de faire Danone en prévision de son assemblée générale des actionnaires, où il va solliciter la possibilité d'intégrer dans ses statuts la qualité de société à mission, Danone a clairement décrit dans son document de 4 pages, dans l'encadré sur la raison d'être, une raison d'être qui comprend d'abord une vision, qui est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, et puis ensuite ce qu'il appelle la mission qui est en fait une ambition RSE, qui sont les grands engagements, les grands axes d'engagement RSE de l'entreprise, qui vont ensuite être déclinés en un certain nombre de thèmes, de domaines d'action, de principes d'action et d'indicateurs. Donc oui, je suis d'accord avec le triptyque, vision, mission, valeur, et je rajouterai ambition RSE. Et Gérard, tu l'avais évoqué, le X30031, qui est un document consacré à la gouvernance, qui finalement nous permet de proposer 6 domaines d'action de gouvernance. Dans ce document, le triptyque figurait déjà. Donc, on n'avait pas encore en tête à l'époque, c'était de 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. On n'avait pas encore à l'époque la loi Pacte, mais déjà, on arrivait sur ces éléments-là qui font aujourd'hui clairement consensus. Donc, il y aura une bonne passerelle entre les documents qui seront présentés, nouvelle ISO 26000 et mise en œuvre, et les éléments réglementaires en France et peut-être aussi dans d'autres pays. Merci Gérard. Merci. Alors, question suivante. Dans le cadre de dialoguer avec les parties prenantes, quelles sont les démarches concernant la co-création avec les citoyens? Par exemple, dans le cas des innovations urbaines,
e-scooter et en plus général le rôle de la société. Alors, merci Vassili pour cette question. C'est le type de sujet, et vous seriez le bienvenu d'ailleurs, que l'on va continuer à traiter dans le cadre du groupe de travail et j'espère du groupe Miroir sur l'évolution de l'ISO 26000. Et que ce soit dans le cadre, comme vous le dites là, de l'axe de développement local. Et ça fait partie des évolutions, ces mouvements de citoyens, cette co-création de citoyens qui a pris une importance que l'on ne connaissait pas il y a 10 ans et dont on peut estimer qu'elle n'ira qu'en se développant. Donc oui, c'est un sujet et c'est un sujet qui sera nécessairement discuté dans le cadre de cette révision de l'ISO 26000. Ça va tout à fait dans l'axe d'adaptation aux évolutions et aux attentes. Alors, question suivante. Pourquoi ne pas avoir forcé le trait sur risque et opportunité? Alors, risque, je l'ai évoqué tout à l'heure en disant que nous avions l'intention, dès le début, dès l'executive summary, d'évoquer la notion de risque avec… alors, est-ce qu'on mettra le schéma que l'on a développé? Pour information, nous avons, c'était un groupe animé par Pascal Béranger, que je co-animais avec lui, dans le cadre de l'AFNOR, et elle vient d'être publiée il y a 2 ou 3 semaines, écrit une norme expérimentale, la XP X30 038, encore un chiffre barbare, de présentation des risques RSE et autres risques. Alors, qui est très orienté sur la démarche en France, la situation. J'ai lu qu'il y avait une question aussi sur cartographie des risques, analyse de matérialité. Ce sont des thèmes maintenant qui sont très développés, déjà au niveau européen, ne serait-ce que par la réglementation européenne et la déclinaison dans les droits nationaux. Et ce sujet, malheureusement, dans les réglementations, on a tendance à parler un peu trop de risques et pas assez de risques et d'opportunités. C'est un sujet que l'on souhaite introduire et que nous souhaitons, c'est une notion que nous souhaitons introduire dès le départ, dès l'executive summary et développer un peu plus dans le texte. Que nous souhaiterions, là aussi, eh bien, ça dépendra du consensus qui se dégagera avec les autres États membres qui participeront à l'évolution de cette norme ISO 26000. Donc, sur les labels et leur évaluation, ceci est en cours, il me semble, via Bercy et la plateforme RSE. Oui, alors je vais me permettre, Nicole est partie, hein, je crois, Corinne, elle avait une obligation derrière, donc je vais me permettre de… Elle est partie, hein, Nicole, c'est bien ça? Oui. Ok. Donc, je vais me permettre de parler pour elle. Nous étions tous les deux hier en audition par la plateforme RSE, donc qui effectivement travaille sur les labels. Un travail extrêmement intéressant. Donc, ils ont déjà auditionné pas mal de parties prenantes et leur propos est de faire un petit peu un panorama sur ces fameux labels. Ils ont identifié de nombreux labels RSE, environnement, etc. Et nous étions donc audités, nous, en tant que commission normative. Je peux dire que les propos qu'on a tenus ont été écoutés, entendus et appréciés, j'espère. Enfin, nous le pensons, en tout cas, ça nous a été dit. Et surtout, l'intérêt qu'on a perçu, puisqu'il y avait d'autres audités, c'est qu'il y a bien la confirmation qu'ISO 26000 serait la base, la plateforme, et finalement le standard qui permet d'y construire des labels sectoriels, des labels thématiques, différents types de labels, et que la source, au sens du contenu de l'ARS, resterait bien ISO 26000, qui, rappelons-le, parce que je crois qu'il y a une question sur le sujet, ISO 26000, c'est finalement le contenu et le comment de la RS, et l'objectif, ce sont les objectifs notamment planétaires, ceux de l'ONU sur les ODD, et bien sûr des objectifs spécifiques à chaque organisation. Donc tout ça est compatible et le support normatif a été perçu comme extrêmement intéressant pour en faire, je le disais,
la base. Merci Gérard. N'est-il pas très urgent d'aboutir à la mise à jour avant la fin de l'année à l'échelle européenne, dans la mesure où un plan de relance massif de fonds publics européens et nationaux pourrait conditionner des interventions publiques à une démarche de normalisation qui évite les risques de greenwashing? Corinne, il y a une autre question qui est quel calendrier indicatif prévisionnel européen que je pense lié. Oui. On souhaiterait tous aller très vite, mais qu'en est-il en fait? Je pense que tu peux répondre sur, compte tenu du processus international, quand peut-on espérer voir sortir une révision de l'ISO 26000? C'est vrai qu'on est tenu par des procédures qui rendent le processus de normalisation robuste, mais du coup, ça donne quelques contraintes. Donc là, on est en cours de vote pour créer le comité technique. Si le vote est positif au mois de juillet, il y aura une seconde consultation, mais au niveau de ce qu'on appelle les membres du TMB de l'ISO, donc un groupe restreint assez court, hein, ça peut être une consultation sur 15 jours sur la création réelle, factuelle du comité technique. Ensuite, il faut organiser la première réunion. Donc, on prévoit de faire une première réunion soit fin 2020, mais ça sera plutôt début 2021, avec création des groupes de travail, envoi ce qu'on appelle des propositions d'études nouvelles. Donc, c'est vrai qu'on ne sera pas prêt à la fin de l'année, ce n'est pas possible. Par contre, la volonté, c'est d'aller très vite dans la révision de l'ISO 26000, de ne pas mettre autant de temps que lors de sa création, de son élaboration. Et donc, on peut espérer fin 2021, début 2022, avoir le texte publié d'une ISO 26000 révisée. Et puis, une dernière question. Est-ce que le projet de révision de l'ISO 26000 ne s'inspire pas du nouveau modèle de FQM? Tu veux répondre, Gérard, ou je peux en dire un mot? Vas-y, tu es quand même plus spécialiste que moi de l'EFQM, même si je l'ai pratiqué dans les entreprises. Moi, je dirais que la question est extrêmement pertinente parce que le propos qu'a tenu tout à l'heure Gérard, c'est que 10 ans après la sortie d'ISO 26000, il est temps de la mettre en lien avec tout ce qui a été fait depuis, au niveau international, au niveau européen, etc. Au niveau européen, justement, un des événements, c'est EFQM 2020, qui est donc la nouvelle version du référentiel. Le précédent a été 2013 et qui est extrêmement intéressant. Et il se dit, alors après, vous pouvez consulter différents articles sur le sujet, notamment des articles AFNOR, puisque c'est AFNOR qui est le distributeur exclusif de FQM en France. Et ces articles sont clairs. Ce référentiel, il est extrêmement pertinent et il est dans l'air du temps. Ça veut dire qu'on y parle évidemment de vision, on y parle d'orientation, pour reprendre le mot, on y parle évidemment de parties prenantes, on y parle d'enjeux, etc. On est dans un vocabulaire RSE et on est effectivement compatible. Et dans l'autre sens, il sera intéressant, pendant les phases de préparation de la révision, d'intégrer ce référentiel dans l'ensemble des documents et du corpus que nous aurons à consulter pour mettre à jour ISO 26000. L'autre passerelle, et celle-ci plus sur la mise en œuvre, c'est que le FQM, depuis 30 ans maintenant, permet d'avoir une vue holistique des choses dans l'entreprise, dans une organisation en général, et c'est bien la passerelle sur ce PDCA, mais très développé dans EFQM, où on passe des éléments stratégiques à des éléments opérationnels pour évidemment progresser, et progresser de façon continue. Donc oui, nous serons compatibles, nous aurons à l'être, et les spécialistes de FQM d'un côté, peut-être les spécialistes de RS de l'autre côté, sont de plus en plus en phase et ont tendance à se rapprocher. Pour compléter ce que tu viens de dire, je dirais que la vision que j'ai eue de la FQM telle que je l'ai pratiquée quand j'étais dans les fonctions de business
était un modèle d'excellence pour améliorer les performances, qui étaient des performances économiques, des performances business, des performances, et il y avait une orientation très stratégique, comme tu l'as dit. On a, à travers ces approches EFQM et ces approches RSE, y compris analyse de matérialité dont on a parlé tout à l'heure, raison d'être, on est dans l'integrated thinking, c'est-à-dire que de plus en plus, on va vers une vision intégrée de la performance globale, c'est-à-dire à la fois une performance économique, une performance extra-financière, RSE, une performance opérationnelle et une performance stratégique. Un dernier point sur EFQM. Quand on regarde le schéma du modèle, ce qui est extrêmement intéressant, et ça prouve bien à nouveau la pertinence et la cohérence avec ISO 26000 et avec la responsabilité sociétale en général. Dans EFQM, j'évoquais tout à l'heure l'orientation. Il y a les aspects opérationnels qui sont bien détaillés, donc on n'est pas sur un référentiel qui plane, on est sur un référentiel qui va jusqu'à l'opération, le concret. Et puis sur la mesure des résultats, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la mesure des résultats se décline sur deux axes. Le premier axe est assez classique, performance stratégique et opérationnelle. Et on y trouvera toutes sortes de choses, y compris l'efficience, les éléments procurés par le Lean, pourquoi pas. Et l'autre axe, c'est perception des parties prenantes. Et là, on a tout dit sur la cohérence. Bien, je crois qu'on va clôturer cette conférence. Je vous remercie tous et toutes pour votre écoute. Vous allez recevoir un petit sondage sur l'évaluation de cette conférence et pour une prise de contact. Bon, comme nous l'avons déjà dit, nous vous enverrons la présentation ainsi que le document d'instruction sur la création du comité technique international. Vous pourrez vous exprimer, faire des commentaires et donner votre avis. Les avis qu'on va recueillir seront très utiles pour la suite de la création du comité, puisque ça permettra d'alimenter tous les débats au niveau international. Je remercie chaudement les conférenciers qui se sont prêtés à cet exercice. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et puis à très bientôt, j'espère, dans la commission de normalisation. Au revoir. Au revoir à tous.